bonsoir et bienvenue dans l'émission spéciale ça que nous avons gagné sur les élections présidentielles américaines. Depuis quelques temps déjà, nous essayons d'accompagner dans le processus là pour nous permettre de comprendre le système là, pour permettre de comprendre qui va fonctionner et au moyen pour capable gagner des clés pour aborder l'élection qui va le faire 6 novembre qui va venir là. Aujourd'hui, nous avons une édition assez spéciale puisque nous gagnons un membre, un personnel de l'ambassade des États-Unis en Haïti qui pourra aider nous à joindre des clés par rapport à ce système-là, qui pourra aider nous à comprendre des questions techniques sur le système électoral-là. Et c'est M. James Hogan que m'a salué. M. Hogan, bonjour et merci d'accepter de répondre à notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous connaissez quelques mots en créole? Non, en fait, je suis récemment arrivé, mais ça viendra. Ça viendra. D'accord, merci et bienvenue à Caraïbes et bienvenue et je vous souhaite quand même bon séjour en Haïti au cours de votre mission. Quand on parle du système électoral américain, on parle d'un système assez complexe pour certains, dans la mesure où on est plus habitué à des élections où la population vote et on compte 50% plus 1 et celui qui reçoit les 50% plus 1 est élu président. Pour les États-Unis, c'est un petit peu plus complexe. Comment est-ce que le président des États-Unis est élu? C'est exact. Le président n'est pas élu au scrutin direct, mais est élu dans un système de scrutin indirect qui implique le choix de grands électeurs. Le système, en fait, fonctionne un petit peu basé sur les districts du Congrès. Chaque État a le nombre d'électeurs qu'il a de représentants dans le Congrès. Et en fait, quand les citoyens d'un État votent pour leur candidat à la présidence, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent, dans la majorité des États, ils donnent l'assemblée de leurs électeurs aux gagnants du scrutin dans l'État. Autrement dit, le candidat qui gagne la majorité des voix dans l'État reçoit la totalité des électeurs de cet État, avec deux exceptions qui sont le Maine et le Nebraska, qui le font un petit peu différemment, avec un système qui dépend plus directement du district du Congrès. Autrement dit, par exemple, dans un État comme la Californie, mon État, les gens votent, ils votent pour leur candidat, que ce soit le président, que ce soit le gouverneur Romney. Le gagnant dans l'État reçoit les électeurs qui sont à 55. Eux se rassemblent avant janvier et transmettent au Congrès le nom du gagnant de l'État qui reçoit l'appui des voix électorales de cet État. Donc, le système, en fait, découle du souci qu'avaient les fondateurs d'imposer aux candidats à la présidence le devoir de bien faire dans le pays en entier. Ça leur prive, en fait, non seulement du luxe de se concentrer dans une région, mais aussi leur force à s'adresser aux soucis politiques assez particuliers qui peuvent avoir lieu dans un État. C'est un système qui décentralise et c'est un système qui force un président américain à faire appel au pays tout entier. Donc c'est un système qui empêche aux grands États, si je peux dire, de prendre, du moins de choisir à eux seuls ou d'imposer à eux seuls le futur président des États-Unis. C'est exact. C'était un souci non seulement des grands États, mais aussi des régions, qu'il fallait impliquer toutes les régions dans le concours présidentiel. Donc c'est exactement ce qui est arrivé. Comment sont choisis les grands électeurs? Les grands électeurs, c'est la Constitution qui prévoit le choix, et le choix, en fait, découle aux États. La Constitution, en fait, impose très peu de conditions sur les grands électeurs, seulement qu'ils ne soient pas justement membres du Congrès courant, et c'est à peu près tout.
la Constitution laisse aux États la liberté de leur désigner et aussi de leur assembler. Les grands électeurs ne vont pas à Washington, par exemple. Ils s'assemblent dans leurs États et ensuite transmettent le résultat de leur vote au Congrès pour que le président soit nommé en janvier. Donc ce ne sont pas forcément les membres des partis qui sont les grands électeurs? Non, absolument pas. Ce sont les deux partis. Est-ce que les grands électeurs sont obligés toujours de respecter le vote qui a été transmis par l'ensemble de la population? Généralement, oui. Il s'est avéré dans le siècle passé, par exemple, et le 19e siècle, que cela a changé. Aujourd'hui, normalement, quand le choix est fait, leur choix est transmis au Congrès sans changement. Donc, du coup, est-ce que c'est dans un peu le courant de fin novembre ou dans le courant de décembre que les grands électeurs se réunissent dans les différents États pour confirmer le choix de la population? Oui, comme chaque chose, c'est laissé à l'État, de toute façon, et cela varie d'État en État. Il doit y avoir une date limite pour transmettre cela au nouveau Congrès, mais en ce qui concerne l'Assemblée des grands électeurs, la Constitution laisse aux États les formalités d'organisation. Il faut comprendre que quand vous parlez des États, déjà c'est au pluriel, donc vous ne parlez pas de l'État central, vous parlez du système américain encore qui donne à chaque région une certaine autonomie, et quand vous parlez des États, vous parlez de ces régions qui se regroupent et qui ont des noms comme Floride, New York, etc. C'est exact, ce sont les 50, exactement. Donc les 50 États oui. qui le font de cette manière. Oui. On a souvent tendance, quand on regarde une carte électorale, à voir que justement ces États ont des couleurs. Oui. Il y a des rouges, il y a des bleus, oui. et il y a des jaunes ou des blancs selon la carte qu'on a. Que traduisent ces couleurs, rouge ou bleu ou neutre? Ces couleurs traduisent une tradition, une tendance qu'ont ces États à favoriser soit l'un, soit l'autre des grands partis. Les bleus, évidemment, normalement désignent les démocrates, les rouges, les républicains. Ce qu'on est en train de désigner swing states, ce sont des États où l'on ne peut pas décider, où un choix perceptible n'a pas encore été fait. Et justement, la décision du 6 novembre se jouera par ce qui se passe dans ces swing states. D'accord. On s'arrête un petit peu et on revient justement pour la suite pour parler de ces États, des swing states qui sont quand même des États clés dans les élections du 6 novembre. C'est parfait. La radio-télévision Caraïbe vous présente Parenthèse, une série de lectures, débats et commentaires. Lecteurs, diseurs, animateurs, soyez à l'heure pour partager le bonheur dans les livres, avec les livres pour commenter et construire l'avenir. Parenthèse, toutes les semaines sur Radio-télévision Caraïbe.
retour après la pause. Nous sommes avec M. James Hogan, qui est un membre de la section politique de l'ambassade des États-Unis et qui aujourd'hui est avec nous pour nous expliquer, pour nous parler un peu du système américain. Nous avons tout à l'heure parlé du système des grands électeurs et de l'élection directe et l'élection indirecte. Nous avions commencé avec la question des États, États rouges et États bleus. Alors, la tradition de ces États de voter pour l'un ou l'autre parti politique, est-ce que ça remonte un petit peu à l'histoire des États-Unis, à l'histoire de l'implémentation de ces partis dans ces États? Oui, bien sûr. Elle dépend en large mesure de l'histoire des États-Unis. La tradition moderne qu'on voit, évidemment, remonte justement à l'établissement du Parti républicain dans les années 1850. Mais la tradition plus moderne revient du New Deal et du Great Society. Les divisions ne sont pas permanentes, les tendances ne sont pas permanentes, elles varient, mais elles varient très souvent à long terme. Donc, on peut identifier d'une manière assez appropriée une tendance qui permette de dire, dans un premier abord, où ira politiquement l'État. La chose se révèle assez bien pendant cette élection, où la division se fait grosso modo entre la côte ouest, la côte est, qui prône généralement pour le Parti démocrate et le président actuel, et une partie dans le centre, une partie assez considérable du point de vue géographique, qui généralement tend, par la tradition qui s'est établie dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui prône généralement pour le candidat républicain. Et c'est sur ces bases qu'on commence à établir les sondages, qu'on commence aussi à prévoir quel sera le résultat final, quel pourrait être le résultat final. Mais cette année, en tout cas, ce n'est pas que cette année, mais depuis quelque temps déjà, il y a de ces États qui ont un rôle important dans les élections, non seulement parce que ce sont des États qui ont un nombre important de grands électeurs, mais parce que aussi ce sont des États qui ne sont pas forcément ou automatiquement démocrates ou républicains. On les appelle les swing states, généralement, ces États indécis. Parlez-nous un peu de ces États, de leur configuration. C'est exact. Pour en revenir à la configuration des grands électeurs, le nombre d'électeurs dépend de la population de l'État. Évidemment, les États avec davantage de citoyens bénéficient d'un plus grand nombre d'électeurs, qui reflètent d'ailleurs exactement, un pour un, le nombre de représentants dans le Congrès. La division, en fait, les distinctions qui s'imposent lors de ces élections qui viennent sont un petit peu particuliers, je pense, dans un premier lieu, parce que la victoire du président Obama en 2008 rompa avec certaines traditions, et certaines traditions déjà assez bien établies en ce qui concerne la tendance politique de certains des États qu'on considérait soit comme bleus, soit comme rouges. Par exemple, le président s'est imposé en 2008 en Virginie, et ce fut la première fois qu'un candidat démocrate à la présidence s'imposa en 4 décennies. Et il fit de même en Caroline du Nord et dans d'autres États. Cette fois-ci, on voit un petit peu ce qui fait en partie que les swing states soient revenus dans la catégorie des indécis, c'est que l'alignement traditionnel se revalorise un petit peu, se fait encore sentir. Pour ne pas dire que ces swing states reviendront entièrement, la chose reste à voir. Et justement, par définition, un swing state en est un
qui est indécis au point où l'on ne peut pas prévoir avec certitude où il ira en ce qui concerne le candidat. Mais je dirais que cela s'explique au moins en partie par une tendance à rentrer dans la tradition politique qu'avait l'État avant. Je dirais aussi que, en partie, ce qui fait un swing state, qu'un swing state soit un swing state, c'est aussi les changements, par exemple, démographiques aux États-Unis. C'est le poids qu'apportent de nouvelles populations quand ces populations se répartissent. Cela se voit très clairement dans certains États de l'Ouest, dans le Nevada par exemple, mais aussi dans le Colorado. Mais aussi on voit un revirement, si vous voulez, même parmi des populations bien établies. La population, par exemple, d'origine latine en Floride change. Récemment, elle avait d'importants appuis cubains d'origine et se fonder sur une population largement d'origine cubaine. Mais au cours de ces 4 dernières décennies, la chose change, avec un apport de populations originaires d'autres parties de l'Amérique latine. Donc avec ce changement aussi change la perspective politique. Et cela se ressent au niveau de la tradition politique et évidemment au niveau du choix au candidat à la présidence. Et cette année, il y a de ces États qui seront très, très décisifs. En fait, il y a de ces États, de ces swing states, de ces États indécis qui seront décisifs par le nombre de grands électeurs et qui sont décisifs aussi parce que quand on les gagne, ou bien celui qui les gagne possédera une avance assez importante pour la bataille finale. On parlait tout à l'heure, par exemple, de Florida, de l'Ohio aussi. Parlez-nous un peu de cette configuration et de l'importance que peut avoir ces swing states. Déjà, ils sont au nombre de 12, je crois. Oui, c'est exact. En fait, dans une élection aussi serrée que celle-ci, tous les swing states revêtent une importance capitale. Et ce sera évidemment, les gros morceaux comme la Floride et Ohio seront tout à fait décisifs pour la victoire de chaque candidat. Mais il se pourrait aussi que de plus menus swing states se révèlent aussi importants. La chose intéressante aussi, c'est que quel que soit l'État, comme nous avons vu en 2000, un très petit nombre d'électeurs peuvent décider du choix final de l'État quant aux grands électeurs. Et comme nous avons vu en Floride, par exemple, en 2000, il s'agissait que de 500 voteurs qui ont en fait décidé du choix final des 25 électeurs de l'État de Floride qui ont choisi Bush et qui permis à George Bush de gagner l'élection. Le résultat final, et c'est un des aspects très intéressants du système, le résultat final dépendra justement de la choix d'à peine 500 personnes dans l'État de Floride. Donc ici, évidemment, en vertu du nombre d'électeurs, c'est certain. Donc les États comme la Floride, qui, après un remaniement du Congrès à 29 électeurs, des États comme la Virginie avec 13, Caroline du Nord avec 15 électeurs, Wisconsin avec 11, ils ont une importance capitale. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Par exemple, Ohio, dont on parle très souvent, évidemment, avec 18 grands électeurs, a une importance pour les deux campagnes. Mais aussi, Ohio, fait historique quand même assez intéressant, c'est que depuis 1892, Ohio a choisi le président gagnant, avec que 2 exceptions. Donc ça fait 30 élections présidentielles et Ohio l'a choisi à chaque fois avec 2 seules exceptions.
Donc, poids, évidemment, des voix au collège électoral, mais aussi poids de l'histoire. Ohio qui représente, dans la vie générale, une image assez précise, on réduit de la composition et des soucis du peuple américain plus étendu. Mais on pense cette année que Obama a quand même une chance assez intéressante dans l'Ohio. Même si Mitt Romney, quand même, essaie aussi, c'est en comprenant bien sûr ce que vous dites, que Ohio a un point important. C'est comme s'il fallait juste regarder pour qui vote Ohio pour savoir un petit peu qui sera le président des États-Unis. C'est absolument exact. Et les derniers sondages tendent à donner au président un avantage léger dans l'État. Je dirais qu'une chose aussi intéressante, c'est que dans les 12 swing states, c'est que le président s'est imposé en 2008 et parfois de façon assez nette, avec des majorités allant jusqu'à 15%, 17% en Michigan, 15% au Wisconsin. Donc, c'est quand même, si j'avais à dire, c'est que le calcul électoral du jour d'aujourd'hui tend un petit peu à favoriser le président, mais qu'il reste 2 semaines dans la campagne électorale et que la chose quand même reste à voir. Il y a d'autres swing states de qui on n'a pas parlé, mais qui sont quand même importants. Et je crois que Nevada fait partie de ces swing states. Et, le Colorado aussi. C'est exact. Quelles sont quand même leurs importances par rapport aux autres grands, si je peux dire ainsi? Leur importance, je crois, dans le Colorado, par exemple, c'est un swing state où on voit un essor de la population d'origine latine. Donc, comment faire appel à cette population clé sera plus visible dans le concours qui se passera au Colorado. Ce qui permet ça permet quand même de clarifier les politiques qu'ont les 2 candidats précisément sur les sujets dans lesquels s'intéressent les voteurs. Et justement, ça permet aussi d'un petit peu de parfaire l'apport que de nouveaux groupes ont et l'impact qu'ils ont sur ces élections présidentielles. Et un autre État assez intéressant, c'est qui n'a pas beaucoup de grands électeurs, mais qui se situe un peu sur la côte est, mais dans le nord, j'ai pas trop bien le nom. New Hampshire. New Hampshire. Yeah. Qui quand même, avec ces quatre Oui. grands électeurs, reste aussi un poids important parce qu'on peut perdre l'élection pour... C'est exact. C'est exact. Chose assez quand même intéressante, c'est qu'avec 538 grands électeurs qui reflètent les représentants au Congrès, les sénateurs et les 3 du district de la Columbie, District of Columbia, la ville capitale, il est quand même entièrement possible d'avoir une élection divisée parfaitement en 2. 538, c'est un nombre pair. Afin d'éviter, les 2 campagnes, en fait, ne peuvent se permettre le luxe que de se concentrer sur les swing states, sur les grands swing states. Tous sont importants, et ils sont importants surtout dans une élection aussi serrée que celle-là. Donc, en fait, c'est comme un petit peu les 500 voteurs de l'État de la Floride. Les 4 électeurs du New Hampshire pourraient se révéler tout aussi importants que les 20 de la Pennsylvanie ou les 29 de la Floride, à la longue, et surtout dans une campagne aussi serrée que celle-là. Donc, mathématiquement, il est possible que les 2 candidats aient les mêmes grands électeurs. Dans ce cas, comment est-ce qu'on choisit le président? C'est exact, il y en a 538. Donc, dans ce cas-là, la décision est retirée de la main des grands électeurs et revient au Congrès. Et
c'est une chose évidemment à ajouter, c'est que, évidemment, la campagne présidentielle représente l'intérêt le plus aigu, mais il y a aussi le tiers du Sénat qui se renouvelle et aussi la totalité de la Chambre des représentants. Donc, la nouvelle Chambre des représentants se réunirait. Et là, chaque délégation se réunirait et choisirait son candidat par la majorité et basé sur les deux partis. Autrement dit, si on prenait le Congrès actuel, les républicains, le Parti républicain bénéficie de la majorité dans 33 des États. Et le Parti démocrate, c'est dans 13, et je pense que dans un, ils sont ex aequo. Donc, dans ce cas-là, si on revenait avec les nombres pareils aux nombres qui sont actuellement, l'avantage irait à Romney. Parce que cela dépendrait justement de la composition au sein de la délégation du Congrès de chaque État. Donc, avec une majorité républicaine dans 33 des États, cela produirait un président Romney. D'accord, donc Oui. la Chambre des représentants Oui. donnerait la victoire totalement Oui. à l'équipe. Voilà. Voilà, c'est assez particulier comme cas. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Non, cette division, non. Mais évidemment, pour tout noter, il est très possible sous ce système d'avoir un vainqueur qui n'ait pas recueilli la majorité des voix populaires. Et ça s'est passé d'une manière notoire en 2000, où le vainqueur, George Bush, s'est retrouvé à 1,5 million de voix populaires derrière l'autre candidat qui était Al Gore. Exactement. Mais une division parfaite parmi les grands électeurs ne s'est jamais produite, mais si elle se produisait, se résolverait ainsi, donc dans le Congrès. Et là, justement, ce serait quelque chose à voir parce que, en ce moment, vous savez, et les sondages tendent à suggérer que le Congrès restera républicain, que la chose, dans le cas de grands électeurs parfaitement divisés, que cela favoriserait Mitt Romney. Donc c'est une très belle bataille à regarder. On prend Absolument. justement une pause sur ce point et on revient tout à l'heure pour la suite. La radio-télévision Caraïbe vous présente Parenthèse, une série de lectures, débats et commentaires. Lecteurs, diseurs, animateurs, soyez à l'heure pour partager le bonheur dans les livres, avec les livres pour commenter et construire l'avenir. Parenthèse, toutes les semaines sur Radio-télévision Caraïbe. Merci, nous sommes de retour pour ce débat intéressant et très instructif sur le système américain. Je vous rappelle que nous sommes avec M. James Hogan qui travaille à l'ambassade des États-Unis et qui est à la section politique de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, bien sûr.
Nous avons abordé des points assez intéressants, mais ce qui est important pour nous, peut-être parce qu'on suit les élections, M. Organe, de loin, on est plus intéressé à l'élection présidentielle. Pourtant, il n'y a pas que les élections présidentielles et on se rend compte notamment avec la présidence, avec les 4 dernières années du président Obama, que le Congrès joue un rôle important. C'est exact. Effectivement, il y a des élections pour le Sénat. Parlez-nous un peu justement de ces élections et de leur importance aussi dans le système. C'est exact. Ce que nous avons vu pendant ces 4 dernières années, c'est quand même une division assez aiguë entre les pouvoirs. Et justement, la composition des 2 chambres du Congrès des États-Unis est quand même un des aspects qui permettent au fonctionnement, justement. Et là, nous avons une chambre basse à majorité républicaine et la chambre haute, le Sénat, à majorité démocrate. Et justement, la totalité des représentants se renouvelle, mais aussi le tiers du Sénat. Et la division au Sénat est quand même est d'assez près, c'est de 53 à 47, donc à très peu de sièges près. Et la composition du Sénat sera quand même un des facteurs dans l'administration, quelle qu'elle soit, qui en découlent des élections présidentielles. Donc la composition et ces campagnes pour les sièges du Sénat sont suivies de très près. Par exemple, quand on parlait du poids de communautés émergentes, on peut citer la campagne en Arizona qui oppose un Américain d'origine latine, Richard Carmona, et bien que pas originaire de l'Arizona, contre un membre du Congrès, Jeff Flake, de la vieille souche de l'Arizona, qui est au Congrès depuis 2000. Et justement, on sent que la perception que les voteurs ont de l'attitude des 2 partis, des différences entre les partis, surtout en ce qui concerne l'immigration, pourra jouer un rôle décisif dans cette campagne. Donc, c'est sûr que c'est à suivre. On a aussi, par exemple, au Massachusetts, justement la campagne de réélection du sénateur Scott Brown, qui prit la place en 2008 du lion libéral du Sénat, Ted Kennedy, mais à la surprise générale, parce que évidemment c'était l'ultime siège démocrate. Et à ce républicain modéré s'oppose Elizabeth Warren, juriste, professeur en droit, championne du droit des consommateurs, d'une réputation nationale, et donc une campagne aussi qui tend à refléter les 2 aspects les divergences les plus claires entre les 2 partis. Par exemple en Virginie, et là c'est un des swing states absolument clés pour beaucoup de raisons dont nous avons parlé, s'opposent vraiment 2 géants de la politique locale en Virginie, Tim Kaine, qui est un intime du président, ancien président du Democratic National Committee, s'oppose à George Allen, qui lui vient d'une famille ultra connue dans la région. Les 2 sont des anciens gouverneurs de l'État, et donc ce sera aussi quelque chose de décisif. Ils succèdent au mandat du sénateur cadet James Webb, qui s'en va après seulement 6 ans dans le Sénat. Mais tout cela, le résultat de ces élections, dépendra évidemment la forme finale du Sénat pour la nouvelle administration, et de cela dépendra aussi du fonctionnement dans la ville de Washington, du bon fonctionnement. Dans le cadre de cette campagne, est-ce qu'on peut dire que, prenons le cas
de Massachusetts ou de Arizona, par exemple, c'est beaucoup plus avantageux pour le candidat à la présidence si c'est le candidat au Sénat de son parti qui gagne l'État. Les résultats, généralement, peuvent refléter, lorsque nous avons parlé plus tôt de la mobilisation, peuvent refléter une mobilisation en faveur, par exemple, si la mobilisation pour le président est plus forte, cela très souvent revient à l'avantage du candidat démocrate au Sénat. Mais la chose quand même reste à voir parce que, par exemple, au Massachusetts, les sondages indiquent que le président s'imposera. Et donc, l'avantage que cela donnera à Elizabeth Warren, quand même, reste à voir, parce que justement, l'imposition en 2008 de Scott Brown fut contre la tradition, justement, politique de l'État. Donc, évidemment, quelque chose à suivre de très près avec grand intérêt et qui sera très intéressant à voir le dénouement de ceci. Alors, on parle généralement dans cette élection, nous-mêmes dans nos émissions, que de la candidature du président et de Mitt Romney, mais il n'y a pas quand même que ces deux partis aux États-Unis. Il n'y a pas quand même que les démocrates et les républicains. C'est exact. Et c'est un phénomène très intéressant qui aussi a eu un impact quand même notable lors de plusieurs élections. Justement, on parlait de l'élection en 2000. Certains prônent que la présence de Ralph Nader en troisième candidat, en troisième parti, permis justement le résultat qu'on connaît en Floride. En 1992, par exemple, aussi, lors de la première campagne de Bill Clinton, un tiers candidat, Ross Perot, émergea et eut un très très bon résultat au scrutin populaire. Et justement, le résultat principal fut de diviser le Parti républicain. Et là, le président Clinton s'est imposé avec moins de la majorité du scrutin populaire. Donc aussi quand même phénomène très intéressant. Il s'est imposé, je pense, avec 45%. Donc le phénomène existe, généralement existe au deuxième plan, parce que franchement, évidemment, les deux grands partis dominent la scène, mais peut quand même avoir un effet décisif en fin de compte. Ces élections-là ne ressortent pas des candidats, de tiers candidats, de l'envergure ou de l'impact de Perot ou de Nader. Mais cela reste quand même un phénomène intéressant. Ce qui en ressort peut-être un petit peu plus davantage, c'est avec l'essor de nouveaux moyens de communication. Justement, on a vu pendant les élections primaires des appels à ce qu'un tiers parti s'établisse d'une manière formelle pour disputer l'élection présidentielle. Cela ne s'est pas produit, ne s'est pas réalisé, mais je pense que cela quand même indique une tendance qu'il restera à voir. Et là, en 2016, sait-on jamais ce qui arrivera. Justement, cela dépendra de la performance de ceux qui seront au pouvoir pendant les 4 années à venir. Mais phénomène très intéressant. D'ailleurs, je ne vais pas hasarder un nombre, mais il me semble qu'il se présente ces 10 ou 12 candidats, peut-être davantage officiellement. Il n'y a pas que deux candidats. Absolument cette pas. année. Oui. Et quand quelqu'un vote, disons que quelqu'un vote en Haïti ou en France, il vote pour son État. C'est ça, quand il vote pour l'élection présidentielle. Ceux qui votent, en fait,
c'est qu'il vote pour son candidat, ça c'est sûr. Hein. Mais par biais de son État, l'État recueille le nombre de votes pour cette personne et en vertu du résultat, lui accorde les grands électeurs. C'est surtout comme ça. Il n'est pas question, évidemment, dans les urnes aux États-Unis, il y a les deux candidats. Ce n'est pas électeur, c'est pour les candidats. Mais justement, on vote pour le candidat en deux parts, si vous voulez. C'est comme ça. D'accord. Il nous faut maintenant parler d'un sujet assez intéressant, le poids de l'argent, comme on aime le dire, dans la campagne, le financement de cette campagne. Et j'aimerais qu'on aborde justement ce sujet, en fait, cette question qu'on appelle souvent le nerf de la guerre, l'argent. On parle de plus de 4 millions dans ces élections. Oui. Et j'aimerais qu'on aborde cette question juste après cette petite pause. Restez branchés, on revient pour ce qui sera la dernière partie de cette émission spéciale sur les élections américaines. À tout de suite. La radio-télévision Caraïbe vous présente Parenthèse, une série de lectures, débats et commentaires. Lecteurs, diseurs, animateurs, soyez à l'heure pour partager le bonheur dans les livres, avec les livres pour commenter et construire l'avenir. Parenthèse, toutes les semaines sur Radio-télévision Caraïbe. Bienvenue à cette dernière partie de notre émission spéciale sur les élections américaines. Nous allons justement parler de la question du financement des campagnes électorales. Oui. Pratiquement, il y a une certaine limite à ce qu'une personne peut donner en termes de contribution, mais généralement, la contribution n'a pas de limite, d'une certaine manière, parce que la contribution peut être contourner par ce qu'on appelle les super PAC. Écoutez, ces notions, il faut nous les expliquer. Comment se fait le financement de la campagne électorale? C'est exact. Dorénavant, se faisait par des sommes réglées et limitées. Et après une décision, et justement c'est là l'intérêt de cette élection présidentielle, que c'est la première qui se déroule sous l'égide d'une décision de la Cour suprême qui s'appelle Citizens United versus the Federal Communication Commission. Et là, dans cette décision, la Cour suprême a permis aux entreprises, ce sont des sociétés anonymes, et aux syndicats de faire des contributions illimitées à des entités, pourvu que ces entités n'aient pas de lien direct et formel avec les campagnes. Bien qu'il soit entendu que ces entités qui s'appellent Super PAC, Political Action Committee, les comités d'action politique, bien qu'il soit compris que ces Super PAC soient entièrement partisans, cela a permis quand même une arrivée
de sommes d'argent très considérables que vous avez vu médiatiser. Là, l'élection présidentielle aux États-Unis ne se parle plus en millions de dollars, mais en centaines de millions, voire des milliards, 1000 millions évidemment. Évidemment, une grande portion de ces fonds, de ces appuis, servent justement à la publicité, à rallier, et surtout, là, dans les 2 dernières semaines, serviront tenteront de convaincre les indécis, et surtout les indécis dans ces fameux États swing states, sur lesquels le résultat final dépendra. Donc, c'est quand même l'élection, et évidemment, cela suscite quand même une polémique assez vive aux États-Unis, parce que cela commence vraiment à être des sommes très importantes. Je sais que quand cette loi, je sais c'est une loi qui ne date de pas longtemps, c'est 2010, exactement. Mais je sais qu'au oui. départ, quand on est venu avec cette loi, le président Obama était un peu contre, en tout cas pensait que c'était Oui. pas si normal que ça, mais là, cette année, lui aussi n'a pas le choix, il est obligé d'utiliser cette voie pour recueillir de l'argent pour sa campagne. Et voilà, vous avez complètement raison, et vous avez vu que les 2 candidats ont eu l'option d'un financement public pour la campagne, financement public qui évidemment est beaucoup plus restreint Très limité. que ce financement par voie de contribution privée, et ni l'un ni l'autre prirent l'option de la contribution publique. Ce sera évidemment, comme l'essor de l'Internet, des nouvelles voies de communication, cela restera sujet à controverse, évidemment, pour des années à venir, et on verra l'évolution et l'impact que cela aura, non seulement sur cette campagne, mais sur les campagnes des années à venir. En tout cas, la loi Citizens United n'a pas changé ce principe aux États-Unis que les étrangers ne financent pas les élections. Voilà, c'est exact. Mais évidemment, il faut quand même, il faut qu'ils poursuivent. Ça, c'est sûr que c'est un principe à ne pas dévier. C'est exact. Mais dans le système actuel, la limite reste 250 000 $ ou 250 $ ou 2500 $ qu'un citoyen à lui seul peut donner. Il faudrait que je vois s'il y a eu des modifications. Dorénavant, c'était 2500, je crois. C'était la limite que pouvait apporter un citoyen à la campagne. Mais cela aussi est susceptible de changer. Il faudrait que j'aille voir les toutes dernières figures. Donc là, juste un rappel, si on veut donner plus, on passe par quelle manière? Par des syndicats, par des groupes organisés? Et justement, c'est la manière, et c'est un des termes de la polémique, comment suivre justement ces réseaux. Mais justement, ce ne sont pas que ce sont des individus, évidemment, qui peuvent contribuer aussi. Donc, le thématique reste à controverse. Et nous allons voir, justement, cela dépendra, un des résultats que nous allons constater le 6 novembre, mais aussi l'impact que cela aura dans les élections à venir. De toute façon, si on n'a pas d'argent, on fait pas de campagne électorale aux États-Unis. Évidemment, cela devient une proposition. En tout cas, si on n'a pas de supporters. Oui, évidemment, faire campagne électorale sans appui financier de plus en plus robuste, quand même, s'avère quelque chose de bien difficile à faire. On parle de 4 milliards. En tout cas, pour nous en Haïti, c'est beaucoup. Et pour les gens en France, c'est énorme. Oui. Mais on parle de quand même 4 milliards et des sommes très, très importantes commencent à venir à partir de la fin de décembre, de la fin de septembre. C'est-à-dire à partir du moment où l'on commence vraiment à être à fond dans les campagnes.
Et on voit l'argent qui vient de partout, à la fois des petites contributions de 5 $, de 10 $. Il y a des candidats qui vous demandent de 5 à 10 $, mais aussi de grandes contributions de millionnaires ou de stars de Hollywood qui contribuent. En fait, de toute façon, ça amène à dire que la contribution à la campagne reste quand même un acte citoyen d'une certaine manière. C'est exact. Je pense, c'est absolument vrai, mais je pense que aussi le souci est justement de la proportionnalité, de ne pas déséquilibrer le processus en faveur de ceux qui sont libres de porter justement des sommes parfois démesurées à ces entreprises. Nous avons vu l'effet, par exemple, dans les primaires, où l'argent a permis un déroulement qui a probablement été plus longue qu'elle ne l'eût été auparavant, et surtout avant Citizens United. Donc la chose quand même est intéressante parce que justement, on aborde ce thématique pour la première fois sous ce régime. Donc reste quand même à voir. Ce que ça va donner. En tout cas, nous savons que pour les jours à venir, il y aura beaucoup de millions qui vont être mis en jeu dans ces semaines, dans ces jours qui restent pour les élections. Généralement, ces argents, ils sont investis où? C'est l'appui des médias, évidemment. C'est la majorité des fonds et l'on parle de jusqu'à 80% de ces fonds qui vont pour justement pour assurer que la médiatisation du candidat dans un contexte justement qui réponde aux exigences locales soit réalisée. Et comme nous avons dit, le scrutin a débuté, c'était la semaine dernière que le scrutin a débuté. Et là justement, hier, le scrutin a commencé dans la quasi-totalité des swing states. Les apports, les deux campagnes évidemment suivent avec grand intérêt les premiers résultats et réagissent en fonction de ce que les tendances suggèrent et répondent d'une manière évidemment qui est très médiatisée mais qui est aussi très coûteuse. Donc les 2 semaines qui viennent sont vraiment des semaines clés dans la campagne et surtout dans une campagne électorale aussi serrée que celle-là. Donc quand on parle de médias, on ne parle pas uniquement des grands médias, mais justement, puisqu'on parle de pubs ciblées, on parle bien évidemment et aussi des médias communautaires où on va certainement voir des pubs en espagnol, possiblement des pubs en créole, je ne sais pas, en allemand ou en vietnamien, etc. Donc l'idée, c'est de cibler les communautés et de cibler chaque communauté en particulier. C'est exact. C'est toute la panoplie et la panoplie la plus raffinée qu'on puisse concevoir, qu'on puisse développer, basée sur les données que reçoivent les campagnes, des données très sophistiquées, recueillies avec des moyens très ultramodernes, très sophistiqués. Et oui, comme vous avez vu, le président fait des publicités en espagnol. Cela ne m'étonnerait guère que, par exemple, dans l'État de Floride, État suprêmement important, que l'on fasse appel aux différentes communautés de la manière la plus ciblée possible, voire en créole, certainement en espagnol, et dans d'autres langues, si besoin est. En tout cas, une campagne serrée pour une élection assez intéressante pour les gens qui regardent. Autant que c'est serré, autant que le suspense est bon. Donc autant qu'on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer le 6 novembre à partir de 8 heures. C'est exact. La chose reste à voir, c'est sûr. Moi, je ne vous demande pas des pronostics. Je vous dis simplement merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un plaisir. Et je vous souhaite bonne élection et bonne élection à tous nos amis américains ou haïtiens ou américains d'origine haïtienne qui sont ici, qui nous écoutent par Internet. C'est un moment fort de la démocratie et nous-mêmes en Haïti, nous savons que nous avons beaucoup à apprendre de ce système qui a duré des décennies, des siècles et qui aujourd'hui fonctionne.
et qui continue de donner des résultats. Nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. James Hogan de la section politique de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Nous lui remercions et nous remercions l'ambassade de nous avoir permis de l'avoir une fois de plus. Merci, M. Hogan, pour toutes ces précisions que vous avez apportées aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs de Radio, Télévision, Caraïbes FM. Et je vous dis à la toute prochaine fois. Un plaisir. Allez, à la prochaine. Merci.